j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour la deuxième partie du book haul, donc celui que j'avais commencé à vous filmer il y a 2 semaines et où j'avais eu plein de problèmes avec mon ancienne carte SD, donc du coup normalement tous ces problèmes là sont résolus et aujourd'hui je peux finir ce book haul. La plus grosse partie sera d'ailleurs maintenant puisque à la base j'avais 27 minutes de rush et il m'en restait que 7 dans la première partie, donc voilà. Prenez-vous un petit café, un petit thé, un jus de fruits, peu importe, mais voilà. On va être là pour un petit moment. Pour une fois, j'ai organisé par catégorie en fait ce que je vais vous présenter. Donc on a les services presse, on a mes achats et on a les éditions spéciales. Donc du coup, c'est parti. Je vais commencer par les services presse parce que c'est la catégorie où j'en ai le plus avec les éditions spéciales. Alors, j'ai pas vraiment organisé par maison d'édition par contre, mais ça je pense qu'on s'en fiche un peu. J'ai reçu le tome 3 de la saga Néo de Michel Bussy, donc publié aux éditions Pocket Jeunesse, il est déjà sorti. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai aussi le tome 2 que j'avais reçu d'ailleurs, très cool parce qu'il dédicace à chaque fois les livres qu'on reçoit en service presse, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent, en tout cas quand je reçois des services presse, donc je trouve ça plutôt sympa. Mais voilà, il faudrait que je lise le tome 2 et le tome 3 parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Le tome 1, c'est une saga dystopie où en fait, du jour au lendemain, les adultes disparaissent en fait et donc il n'y a plus que des enfants dans la ville de Paris et ses alentours et donc on va y suivre un petit peu 2 groupes et ça fait penser soit à la guerre des boutons, soit à Sa Majesté des Mouches, mais de manière un petit peu plus moderne. Et j'avais beaucoup aimé le plot twist de fin, donc du coup j'ai très hâte de lire la suite et il faut vraiment que je m'y mette parce que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Un que j'ai terminé hier soir et qui sera publié, je ne sais plus s'il est sorti ou s'il sort très bientôt, mais c'est L'Aube est bleue sur Mars de Florence Hinkel. Florence Hinkel, c'est l'autrice d'un des livres de la saga U4 que j'avais beaucoup aimé et c'est le premier livre d'elle que je relis depuis. C'était vraiment sympa. J'ai passé un bon moment, je mettrais à peu près 4 étoiles, même s'il y a un personnage avec lequel j'ai pas du tout accroché et qui du coup, quand on avait des chapitres sur lui, c'était vraiment chiant. En fait, j'accrochais pas du tout avec sa personnalité et sa manière d'être très lyrique, toujours un petit peu dans l'exagération et du coup c'était un truc, ça me passait au-dessus. Mais sinon j'ai beaucoup aimé tout le côté déjà actuel. Alors voilà, faut être ok avec ça, mais ça parle beaucoup des pandémies, du réchauffement climatique et donc du coup des pandémies et des virus que ça libère au fur et à mesure. Donc il y a cet aspect un petit peu fataliste, il faut pas que ça vous dérange, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant. On y suit le personnage d'Esther qui a été sélectionné pour être envoyé en fait dans la première expédition habitée sur Mars et voir si ça va être possible ensuite de faire venir des colons ou pas. Et voilà, on a ce personnage là qui fait tout ce voyage sur Mars et qui échange donc avec son compagnon qui lui est un grand activiste pour l'écologie et qui voilà veut alerter sur le fait que certes on va aller sur Mars mais on pourrait aussi essayer de faire en sorte que notre planète à nous aille mieux. Donc il y avait toutes ces choses-là qui étaient très intéressantes et on sent aussi que l'auteur est très renseignée, elle cite toutes ses sources à la fin et ça c'est très intéressant. Voilà. Mais c'est juste que j'ai trouvé que parfois il y avait un peu de longueur et ces chapitres-là d'un des personnages qui moi ne m'ont pas plu du tout. Après, de la part des éditions Bayard, j'ai reçu Instruction for Dancing. Celui-ci, j'ai envie de le lire et en même temps j'ai vu passer pas mal d'avis négatifs, donc j'ai tendance à pas oser le sortir de mes pales alors qu'il faut, parce que ça veut pas dire que moi je l'aimerais pas, sachant que j'ai déjà aimé des romans de Nicolas Youn, mais voilà, j'hésite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu en commentaire. Et je vous donne le résumé. Donc depuis que son père a trompé sa mère, Evie est sûre d'une chose, les histoires d'amour ne durent jamais. Et elle a de bonnes raisons de le croire. Dès qu'elle voit un couple s'embrasser, Evie a une étrange vision et devient le témoin invisible de son histoire, de la rencontre vibrante à la rupture fracassante. Dès qu'elle se rend au studio de danse La Brea, elle fait la connaissance de X, un jeune homme aussi agaçant qu'il est beau et fascinant. Mais lorsqu'il se retrouve partenaire pour un concours de danse de salon, Evie en vient à se demander si l'amour ne mériterait pas finalement qu'on prenne tous les risques. En plus, le résumé donne envie, hein. Franchement... Celui-ci, je suis en train de le lire actuellement et il doit sortir, je pense, bientôt, fin août ou début septembre, je ne sais plus. Et c'est... ça doit être écrit sur le marque-page. Non, c'est pas écrit sur le marque-page. Et c'est donc Les Carnets de l'apothicaire, donc un roman de Natsu Hyuga et des illustrations de Tuko Shino. Voilà, donc à la base, en fait, je suis pas sûre de savoir si c'est un roman adapté en manga ou un manga adapté en roman. Il me semble que sur le service presse, le papier des services presse, c'était écrit que c'était un roman adapté en manga. Mais sur Goodreads, j'ai l'impression que c'est un manga adapté en roman. Enfin bref, c'est pas très grave. En tout cas, l'histoire me plaît beaucoup pour l'instant. Et de ce que j'ai compris, on y suit le personnage de Mao Mao qui a été enlevé en fait dans cette société-là. Les jeunes filles, elles sont enlevées pour être offertes soit en concubine, soit en servante à des eunuques, à l'empereur, tout ça.
Et donc Mao Mao, elle, c'était une apothicaire et elle va se retrouver donc vendue en tant que servante dans le quartier des femmes du palais impérial et elle va se rendre compte que, eh bien, il y a les princes du palais, les princes, enfin non pas juste les princes, en fait les princes et les princesses en bas âge, les héritiers de la couronne qui malheureusement tombent malades et décèdent et elle va se retrouver, je crois, malgré elle, emportée là-dedans avec ses connaissances d'apothicaire. J'en sais pas trop plus, j'ai pas lu tout le résumé parce que je veux pas me spoiler, mais ça a l'air très très cool. J'ai lu 10 pages, mais pour l'instant la plume m'intrigue beaucoup. Et il me reste que des livres de la maison d'édition Brajlon. J'en ai reçu 5. En premier, j'ai reçu les nouvelles éditions donc de The Witcher, le tome 1 et le tome 2 au format poche, avec des couvertures qui sont quand même beaucoup plus jolies que celles qu'on pouvait avoir avant, on va pas se mentir. Leurs éditions sont très pratiques, elles sont floppy, voilà. Franchement, moi je suis pas une grande fan du format poche, sauf l'été, et je trouve celle-ci très qualitative. Après j'ai reçu un tome 2, donc c'est La fille et la montagne de la saga Le livre des glaces, le tome 2 de Mark Lawrence, puisque j'ai déjà le tome 1 en français, en anglais plutôt, donc j'ai le tome 2 en français, et ça va me permettre aussi de faire un petit comparatif de la traduction, mais c'est un auteur dont on m'a beaucoup parlé et j'ai entendu énormément de bien de cette saga, donc du coup je voulais la tester par moi-même, et quand j'ai vu que Brajlon avait déjà traduit le tome 1 et traduisait le tome 2, j'ai demandé le tome 2 en service presse, et en plus c'est blurb par Robin Hobb que j'adore, donc ça ne peut qu'être top. Un autre auteur que j'avais trop envie de découvrir, c'est Peter V. Brett. Encore une fois, j'en ai entendu énormément de bien. Et là, c'est la saga Le Prince du désert. Non, la saga Le cycle du crépuscule et le tome 1, Le Prince du désert. J'aime beaucoup la couverture, les jeux de couleurs comme ça. Et lui, c'est les paperbacks comme je les adore, là, qui tiennent ouverts tout seuls. Pour les résumés, pour le coup, je me suis pas spoilé les résumés, donc j'ai pas envie de vous les lire parce que je préfère y aller à l'aveugle. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de découvrir selon le titre le résumé, allez-y. Et une des plus belles éditions que j'ai reçues en service presse, si ce n'est la plus belle édition que j'ai reçue en service presse, c'est cette beauté. Donc l'Atlas de la Terre du Milieu de Karen Wynne Fonstad. C'est un ouvrage qui est absolument magnifique et qui, je pense, est une super idée en fait à offrir en cadeau aux personnes qui sont fans du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, tout ça, de cet univers, puisque c'est un atlas dans lequel on retrouve, comme son nom l'indique, énormément de cartes en fait, des cartes de l'univers donc de Tolkien, répertoriées selon les livres, le premier âge, tout ça, avec toutes les informations capitales à savoir sur les différents lieux, les mouvements. Là par exemple, il nous montre, c'est une carte qui montre les mouvements des réfugiés, qui nous décrit la 3e bataille, la 4e bataille. Enfin, c'est un ouvrage qui est dingue, franchement. J'adore ce genre de livres qui sont des additions hyper importantes et hyper sympas à avoir quand on est fan d'un univers. On va passer maintenant aux livres que j'ai achetés ou qu'on m'a offert, puisqu'il y en a un qu'on m'a offert dans le Louf. Je vous en avais parlé dans le premier book haul, mais je ne l'avais pas encore reçu, et comme l'édition est super jolie, je veux vraiment vous la montrer. C'est Women Don't Owe You Pretty de Florence Given, qui est donc un livre avec plein de chapitres sur le patriarcat et le féminisme. J'ai lu, on va dire, à peu près la moitié, et j'aime bien, je trouve que c'est un très bon livre pour les personnes qui souhaitent s'initier au féminisme, comprendre un peu plus les enjeux. Après, si vous y êtes déjà formé, entre guillemets, et que vous avez déjà pas mal de connaissances dans le sujet, il n'y a rien de nouveau. Ça va pas vous apporter des connaissances en plus que ce que vous avez déjà si vous vous intéressez régulièrement au sujet, mais je trouve que à offrir à une jeune fille ou juste à une personne en fait, homme comme femme, qui s'intéresse à ce sujet, comme première étape, ça peut être très intéressant, et l'ouvrage est vraiment très très beau. Franchement, il y a pas mal d'illustrations, tout est en chapitres, et voilà. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Et celui-ci, c'est ma mère qui me l'a offert. Et après que moi je me suis pris Juniper and Thorn de Ava Reid, qui a l'air d'avoir une ambiance assez sombre en mode sorcière, démon, créature bizarre, machin. Un peu la vibe de Mexican Gothic de ce que j'ai entendu parler, enfin une vibe en tout cas assez gothique. Voilà. Et en plus il est blurred par Samantha Shannon, donc voilà. J'ai juste hâte de le découvrir. J'ai commencé le premier chapitre, mais j'avais entamé en même temps L'Aube est bleue sur Mars, donc du coup je voulais finir d'abord L'Aube est bleue sur Mars avant de continuer celui-ci, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, je m'étais commandé, enfin c'était une précommande, What Moves the Dead de T. Kingfisher. J'avais juste pas pris en compte que pour 20€ le livre il fait 150 pages, c'est pas très très grave. Et lui c'est un retelling de l'histoire The House of Usher de Edgar Allan Poe, que je ne connaissais pas du tout, mais en fait c'est un mix parfait entre
Annihilation et Mexican Gothic. Vraiment, c'est la vibe des deux combinée, où on y suit un personnage qui se rend donc dans la maison des Usher parce que il a reçu une lettre d'une jeune femme qui était son amie d'enfance qui lui dit que voilà, elle pense qu'elle va mourir. Et il arrive là-bas, effectivement, elle est très malade, son frère est très malade aussi, et il essaye de comprendre ce qui se passe. Il y a des trucs un petit peu bizarres qui se passent dans cette maison et dans ses alentours. Et voilà, c'était plutôt cool, juste sur 150 pages, j'ai quand même réussi à trouver parfois le temps un petit peu long, mais il n'empêche que la vibe est très très cool et je pense qu'à lire à Halloween, c'est quand même vraiment sympa. Celui-ci, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois, mais c'est donc Wild is the Witch, le dernier roman de Rachel Griffin qui a écrit The Nature of Witches, que j'aimais beaucoup. Celui-ci, j'ai un petit peu moins aimé, puisque en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit une romance, donc ma faute, hein, pour pas m'être renseignée, mais en fait à ce que la romance soit le point clé de l'histoire, et donc du coup, bah forcément... ça n'a pas fait autant que ça aurait pu le faire si ça avait été beaucoup plus axé sur le côté fantasy. Et puis j'ai trouvé que l'intrigue était pas forcément dingue, entre guillemets. Il se passe pas forcément énormément de choses très intéressantes qui nous tiennent en haleine, en tout cas. Et voilà pour les livres que je me suis achetés. Non, il en reste un, il est caché sous mon ordinateur, j'avais pas vu. Alors celui-ci, j'ai besoin de votre avis parce que j'ai lu 60 pages pour l'instant de 47 cordes de Timothée le Boucher, qui est mon premier Timothée le Boucher. Et je m'attendais pas du tout à ça en fait, parce que j'avais pas lu le résumé. Alors encore une fois, vous allez me dire, Valentine, au lieu de te plaindre, lis le résumé, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais j'ai pas lu le résumé. Du coup, je m'attendais pas à ce qu'on se retrouve avec cette jeune femme-là, métamorphe, qui est une énorme stalkeuse qui, en fait, tombe visiblement amoureuse d'un coup de notre personnage, là, et qui, du coup, va décider de changer d'apparence pour pouvoir l'observer sous sa douche, l'observer dans sa chambre. Moi, je veux juste savoir si ça reste glauque comme ça du début à la fin ou s'il y a une justification. Je pense que dans tous les cas, je vais le finir parce que, bon, bah, c'est une BD, donc c'est pas très grave, ça va pas me prendre longtemps à finir, mais je m'attendais pas à ça, moi. Je sais pas, je m'attendais à une romance romantique, tout ça. Bon, ma foi, j'avais juste à lire le résumé, hein, mais... Et ça y est, maintenant on peut passer aux éditions spéciales, j'en ai beaucoup, mais c'est parti. Alors, les premières qui me viennent sous la main, alors, la toute première c'est We All Fall Down de Rose Zabo, que je n'irai probablement pas, puisque en fait là, Ellie Crate sont un petit peu dans la sauce, comme qui dirait, puisque c'est une auteure visiblement qui est assez problématique et qui surtout a des... En fait, moi je me dis, bon, auteur problématique, ça dépend souvent de la vision de chacun, il y en a qui vont trouver quelque chose de très problématique, d'autres non. Là, par rapport à ma sensibilité, on va dire, oui, je trouve ça très problématique, du coup je le dirai pas, c'est-à-dire que visiblement, elle fait souvent des caractères, la bilingue, des personnages principaux qui tapent à plusieurs reprises, en fait, c'est la plusieurs fois dans ses livres qu'elle fait ça, des personnages principaux qui tapent des homosexuels. Voilà, donc qui visiblement ont de la haine pour les homosexuels. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de lire, surtout si à aucun moment c'est dans le but de dénoncer cette pratique. Donc, pas forcément envie de le lire, hein, du coup. Les deux autres, je les ai lus, c'était les livres du mois de, je crois, de Fairyloot et de Illumicrate, donc je les ai déjà lus. En ce moment, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je reçois une édition spéciale dans une box livresque, je le lis de suite. Je pense parce que c'est à chaque fois je suis assez intriguée et je compte me les précommander sinon. Du coup, le premier c'est The Drowned Woods de Emily Lloyd Jones, qui est par l'auteur de... Ça va être écrit quelque part parce que je me rappelle pas du nom, parce que moi je l'ai pas lu. De Bones, je sais pas quoi, de Bone Orchard, non, un truc comme ça. The Bone House, voilà. Et il paraît que les deux sont reliés. Donc si vous avez aimé l'un, vous avez probablement aimé l'autre. Et dans celui-ci, alors pour pas vous spoiler, en gros ça se passe dans le royaume des Wales, je crois que c'est autour de l'Écosse, un truc comme ça. Et on y suit le personnage de Meredith, donc aka Mère, qui est le dernier, enfin la dernière Water Diviner qui existe. Voilà, donc c'est un pouvoir unique contre ces éléments et qu'énormément de gens tueraient pour posséder. Et si jamais ils peuvent pas le posséder, eh bien ils tueraient juste pour que personne d'autre ne le possède. Et ça va faire des années que Mère, elle est en fuite pour échapper au prince qui l'a rendue en esclavage, qui l'a marquée, elle est marquée au fer rouge sur le visage et qui la force à tuer des milliers de personnes quand elle est à son service. Et maintenant la seule chose que Mère veut, eh bien, c'est être protégée, en fait, protégée du pouvoir et des politiques. Mais eh bien, du jour au lendemain, il y a l'espion du roi, plutôt l'ancien espion du roi qui a élevé Mère, qui vient la voir avec une proposition, lui offrir en fait la possibilité d'utiliser son pouvoir pour faire tomber le prince.
Et ils vont former une alliance avec plusieurs autres types de personnages, un petit peu une sorte de found family pour essayer de mettre à bien leur quête. C'était plutôt cool, pas forcément aussi transcendant que ce à quoi je m'attendais, mais c'était plutôt sympathique. Voilà, je pense que les gens qui ont déjà aimé l'écriture de cette autrice aimeront celui-ci aussi. Et je pense que je lirai pour le coup The Bone House parce que je suis assez intriguée et j'aime bien comment la fin ouvre du coup sur cette autre saga. Ensuite, j'ai lu The Darkening, donc celui-ci, je crois que c'était Fairyloot, William Crate, je ne sais plus, Fairyloot. Celui-ci, je suis assez mitigée parce que j'ai beaucoup aimé le début. Vraiment, j'ai trouvé l'univers hyper intriguant, le genre de vibe que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, l'autrice, à la base, écrit aussi beaucoup pour le cinéma et je pense que c'est un livre qui rendrait vraiment très très bien à l'écran, mais qui du coup a eu pas mal de moments de flottement et des problèmes de rythme qui m'ont parfois un peu dérangée. En fait, je vous fais mon bilan lecture au fur et à mesure, mais bon, je me dis, autant vous donner mon avis maintenant, hein, pour ceux qui regardent les bilans lecture et qui regardent pas les book hauls et inversement. Et donc dans celui-ci, on y suit le personnage du prince Dalka qui est né avec un seul objectif, donc protéger sa maison de la tempête, voilà, qui est une énorme force dévastatrice qui entoure la ville et qui maudit tous ceux qu'elle touche en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Donc enfin, c'est glauque, hein, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne se retrouve en contact avec la tempête, eh bien elle a une malédiction. Donc ça peut être que son corps se transforme en mousse. Ça peut être, il y en a une, c'était que toute la journée ce soit le cycle de la vie, donc elle commence en bébé et elle décède vieille, elle se réveille le matin en bébé, ainsi de suite. Et notre personnage principal, c'est donc Vesper Vale, qui est la fille de révolutionnaires mais qui ont échoué. Et depuis que la reine a sentencé, oui, ça se dit, bref, a imposé en gros à la mère de Vesper de mourir dans la tempête, et bien elle et son père sont en fuite. Mais donc quand les soldats de la reine, et donc y compris le prince Dalka, réussissent à attraper son père, et bien elle va être prête à tout pour le sauver et l'empêcher de partager le destin cruel de sa mère. Elle est prête même à infiltrer le squad du prince, donc ces sorciers soldats entre guillemets. Elle est même prête à trouver son chemin jusqu'au cœur du prince, voilà. Mais Vesper, elle va rapidement apprendre que, il y a plus à l'histoire de la mort de sa mère que ce qu'on lui a laissé entendre, et que toute sa maison, en fait, sa ville est en péril, et que, elle va se retrouver avec assez peu de choix, celui de faire confiance au prince qu'elle déteste tant. Voilà, donc en soi, je le recommande quand même parce que c'était une lecture assez cool plutôt. Mais on sent que c'est un premier ouvrage, parce qu'il me semble que c'est un premier ouvrage. En tout cas, on a cette impression quand on lit. Bon, cela, je vais pas m'attarder trop dessus, puisque je vous ai déjà parlé dans mes bilans de lecture, et vous savez à quel point ça a été des coups de cœur. J'en ai aussi parlé sur Instagram, mais ces deux romans qu'on a eu dans la Fairyloot du mois précédent, qui sont This Vicious Grace et Twin Crowns. Donc celui-ci, le truc de deux princesses qui échangent leur place, mais qui est un truc que j'aime pas du tout habituellement, mais là c'est pas volontaire, c'est-à-dire qu'il y en a une qui se retrouve éjectée de sa vie, elle sait pas trop pourquoi elle se retrouve dans le désert alors qu'elle a toujours vécu dans son royaume et tout. Et donc, résumé rapide, donc on a la princesse Rose Valart qui est héritière du trône plutôt, et qui a été formée en fait depuis sa naissance à haïr les sorcières parce qu'on leur a dit que ce sont elles qui ont tué leurs parents, et donc elle est prête à tout pour défendre son royaume. Et volée à la naissance à ce palais, on a sa sœur jumelle Ren, voilà, qui est donc sa sœur secrète et que personne ne connaît, dont personne ne connaît l'existence. Et elle, son objectif, c'est de voler la place de la princesse pour protéger les sorcières. Voilà, faire en sorte qu'elle ne soit plus hors danger dans le royaume. Voilà. Et enfin, This Vicious Grace, celui-ci je l'ai aussi beaucoup aimé, c'est écrit sur la couverture A gift can save or it can kill, et c'est exactement ça. En fait, on y suit le personnage de Alessa qui a, régulièrement il y a des personnes qui ont un don des dieux, et ce don est censé en fait être celui de pouvoir augmenter le pouvoir magique de son partenaire, sauf que Alessia, elle a un petit problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle touche quelqu'un, elle le bute. Voilà. Donc du coup, ça crée des petites tensions, on va dire, dans le royaume. Et là, il y a plus que quelques semaines avant que les démons descendent sur la ville. Et elle n'est pas prête, en fait. Elle n'arrive toujours pas à toucher qui que ce soit sans le tuer.
Donc elle sent qu'elle est à court de temps, il y a des gens qui essayent de l'assassiner, et donc elle va se retrouver pour essayer de survivre à engager Dante, qui est les outcasts, des personnes en dehors de la société, qui est aussi un tueur, donc elle va l'embaucher pour être son bodyguard, entre guillemets, voilà, mais il se trouve que Dante aussi a ses secrets sombres, et que c'est lui qui tient la clé à la survie d'Alessa, et aussi la clé de son cœur. Ils aiment beaucoup ce genre de phrase, j'ai l'impression. Voilà. Est-ce qu'il va pouvoir être capable de l'aider à gérer son don. Ensuite, bon, ceci je vais pas vous faire les résumés, mais j'ai pris le set Illumicrate, donc Emily Henry, parce que vous savez à quel point j'aime cet auteur. C'est la seule auteure de romance que j'aime, même si je n'ai pas aimé Book Lovers. C'est pas grave, je lui pardonne. Donc du coup, j'ai pris ces éditions Illumicrate. Ça a coupé, j'enregistrais depuis trop longtemps, mais je crois que je disais que Book Lover a la tranche violette, que Beach Read a la tranche rose et que mon préféré, You and Me on Vacation, a la tranche bleue. Je sais que celle-ci, c'est pas forcément les éditions préférées de tout le monde, mais moi, c'est mes favorites, donc j'étais trop contente qu'ils prennent ces couvertures-là. Et enfin, le dernier livre qu'on a, c'est probablement un de mes favoris en plus de cette vidéo, je vous en ai parlé dans mon bilan, The Undertaking of Art and Mercy. Bon, l'édition, c'est pas forcément ma préférée, je suis pas hyper fan, mais l'histoire m'a agréablement surprise. Je me suis rendu compte que j'aimais bien donc les cosy romances sous fond de fantasy. J'aurais jamais cru, mais vraiment ce livre-ci m'a vraiment particulièrement touchée. Ça m'a fait rire et m'a fait pleurer. Et donc on y suit deux personnages, Art qui est un marshal et donc son job c'est de patrouiller donc dans le territoire un petit peu dangereux de Tandria. Et c'est pas un job très sympathique et en plus de ça, eh bien Art il se sent très seul. A l'inverse, on a Mercy qui n'a jamais un moment pour elle, c'est elle seule qui gère Birdsall and Son, donc qui est une sorte de pompe funèbre, voilà. Et elle en peut plus, à chaque fois qu'elle croise Art, ça se passe hyper mal, il lui tape sur les nerfs, il joue avec sa patience tout le temps, voilà, donc ils passent leur temps à s'engueuler. Et après une autre rencontre, une énième rencontre chiante avec Mercy, eh bien Art, il va décider d'écrire une lettre qu'il va adresser à l'univers, à un ami en fait dans l'univers, donc il n'a pas quelqu'un de particulier en tête. Et il va se rendre compte qu'il y a une lettre anonyme qui va répondre à ce qu'il a écrit lui. Et il y a une sorte d'amitié qui va se créer. Mais si seulement Art savait qu'il expose son âme à Mercy. Voilà, aucun des deux ne sait qu'ils échangent avec l'autre, mais donc du coup ils sont en train de devenir amis sans connaître l'identité l'un de l'autre, mais en même temps, eh bien, il y a les dangers dans Tenria qui commencent à se développer de plus en plus, et ça donne une romance sous fond de fantasy que j'ai adorée. Voilà. Quelle belle manière de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle va être, ma foi, très très longue. Il me semble que ça vous dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Juste pour le montage, c'est un petit peu chiant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté récemment. Et puis, si jamais vous avez lu certains des livres que j'ai mis en commentaire. Et tant que la vidéo se termine, dont j'ai parlé dans la vidéo plutôt. Et puis, n'hésitez pas à mettre l'emoji dollar dans les commentaires pour tout l'argent que j'ai dépensé pour acheter ces livres. Voilà. En vrai, je dis ça, mais pour beaucoup, c'est des éditions spéciales. Enfin, je dis ça. Les éditions spéciales, j'ai l'impression que je les paye pas parce que je paye en une fois. Sauf que je les ai quand même payées. Je les ai payées il y a 6 mois et après, je les reçois. Mais bref, j'ai l'impression que c'est des cadeaux. Je divague. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.